Bonsoir, l'URSS moribonde s'est enfin trouvé un nouveau nom, la CEI, à ne pas confondre avec la CEE. L'Union des républiques socialistes soviétiques devient la communauté d'États indépendants. Une communauté qui comprend chaque jour de nouveaux membres. Les 5 républiques d'Asie centrale ont décidé de rejoindre les républiques slaves dans cette confédération qui s'agrandit. Aux grandes dames de Mikhail Gorbatchev, le président soviétique est mis devant le fait accompli. Son choix, désormais, se soumettre ou se démettre. Pascal Verdeau. Les nouveaux dirigeants des républiques de l'ex-Union soviétique vont-elles reconstituer l'Union préconisée en vain par Mikhail Gorbatchev? Hier, ce sont les 5 républiques musulmanes d'Asie centrale qui décidaient d'entrer en tant que membres fondateurs égaux en droit dans la nouvelle communauté prônée par la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Pour rassurer les Occidentaux, leur président affirme que le contrôle uni de l'arme nucléaire doit être maintenu. Commentaire laconique de Mikhail Gorbatchev sur le ralliement des républiques musulmanes, c'est un geste positif. Mais à l'heure de l'effondrement des échanges économiques interrépubliques, quelle sera la règle du jeu entre nouvelles républiques souveraines? Je crois qu'il voudrait se mettre d'accord sur un certain nombre de points qui engagent le problème des minorités nationales, des Russes qui vivent dans les républiques, d'autres populations qui vivent encore dans d'autres républiques. Cette communauté pourrait servir de base, de cadre pour réguler les conflits nationaux, pour réguler les tensions. Sera-t-on capable d'en arriver là? Je crois que c'est toute la question. En attendant, silence aujourd'hui de Mikhail Gorbatchev après sa prestation pathétique hier après-midi. Mais pour le très puissant maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, Gorbatchev doit démissionner, prendre la tête de l'opposition, revenir après les réformes, tirer les marrons du feu sur un cheval blanc, a ajouté ironiquement Sobchak. La décomposition de l'Empire et l'absence de perspective incitent les cerveaux qui avaient contribué à la puissance militaire et nucléaire de l'ex-URSS à fuir leur pays et à tenter de travailler ailleurs. Mais un problème se pose. Quels seront leurs futurs employeurs? Cette question inquiète l'Occident. Des pays du tiers-monde, alléchés par l'idée de posséder la bombe, sont déjà sur les rangs. Clément Veillerenal. Krasnoïarsk, en Sibérie, 1 million d'habitants, l'une des 7 villes secrètes de l'ancienne URSS. Ici, depuis 40 ans, une seule industrie faisait vivre les habitants coupés du reste du monde, la recherche nucléaire dans le domaine militaire. C'est vrai, nous n'avions pas le droit de sortir, racontent les passants, mais nous étions des privilégiés, le niveau de vie était plus élevé que dans le reste du pays. Aujourd'hui, le pays s'enfonce dans le chaos et le centre de recherche nucléaire de Krasnoïarsk, qui demeure top secret, tourne au ralenti. Les gens commencent à s'en aller. Bientôt, il n'y aura plus de travail, confie cet ingénieur. Viktor Mironov, lui, est physicien, spécialisé dans les procédés d'enrichissement du plutonium. Des émissaires irakiens m'ont contacté et fait des propositions, raconte-t-il. 100 000 $ par an pour aller travailler dans un centre de recherche en Irak. Ici, dans les laboratoires et les ateliers de Krasnoïarsk, plusieurs milliers d'ingénieurs n'ont plus qu'une alternative, le chômage à l'intérieur du pays ou aller se vendre à l'étranger aux plus offrants. Seulement voilà, on estime à 700 000 le nombre de techniciens soviétiques dans la même situation. La guerre froide est finie, les États-Unis ne pourront pas tous les récupérer. Leur futur patron pourrait bien être l'Iran, l'Irak ou la Libye. En France, les socialistes sont déprimés, certains le disent carrément, d'autres se taisent, mais cela se voit. Pierre Mauroy, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui est notre invité, nous donnera son sentiment en direct dans un instant. Bonsoir Monsieur Mauroy. Bonsoir. Mais auparavant, regardons le reportage de Jérôme Catala et Christos Camillieris. Ils ont surpris quelques expressions révélatrices au congrès extraordinaire du PS qui s'est ouvert cet après-midi à l'Arche de la Défense. Morosité, déprime, doute, c'est contre tous les symptômes de la sinistrose que le Parti socialiste veut se mobiliser. Alors, même si ni les lieux, le sous-sol de l'Arche de la Défense, ni la crise que traverse le PS ne se prêtent vraiment à une remobilisation des énergies, les militants, en tout cas, se veulent positifs. C'est vrai qu'on est un peu dans la tempête, mais le problème c'est que sur un bateau, il faut bien tenir la barre, et puis on va tenir la barre et on va avancer, quoi. Il y a un sentiment d'appartenance tellement plus fort que les dérisoires batailles de personnes. Pour moi, c'est une page tournée. Je crois que tout le monde est un peu tendu en attendant ce qui va se passer.
J'espère que ça va bien se terminer et qu'on va surtout parler du projet et puis des années qui viennent quand même, parce qu'il y a des échéances qu'il ne faut pas louper, je crois. Tendus, militants et membres de la direction le sont bel et bien, avec un souci majeur, éviter une répétition du congrès de Rennes. Alors, tout le monde veut parler du projet, rien que du projet et plus du combat des chefs. Tout le monde, ou presque, puisque cet après-midi, une absence de poids se faisait remarquer, celle de la délégation de la Nièvre, une absence chargée de symboles. Et pourtant, Jérôme Catala a raison de le dire, les socialistes ont du grain à moudre, ils doivent se prononcer sur le projet du parti qui leur fixe un horizon. Le problème, c'est qu'ils le voient mal, cet horizon. Daniel Sportiello. Incendiaire, s'abstenir. Tous les sujets explosifs ont été soigneusement écartés et les chefs de courant se sont fixés 3 commandements pour le bon déroulement du congrès. Nul ne posera la question du mode de scrutin, nul ne spéculera sur l'après-Mitterrand ou sur la succession de Pierre Mauroy à la tête du PS. Un premier secrétaire contesté et sur le dos duquel Fabius, Rocard et Jospin ont refait leur unité en s'opposant à la réforme du mode de scrutin. L'éviction du premier secrétaire n'est donc pas à l'ordre du jour, d'autant que personne n'est d'accord sur le nom du successeur. Fabius, lui, est toujours candidat, mais ne le dit pas, car il se heurte au veto jospiniste. Il préfère donc appeler à la mobilisation. Les seules batailles perdues d'avance sont celles dans lesquelles on rend par avance les armes. Il n'est pas question de rendre les armes, mes camarades. Il est question de relever le drapeau, de rassembler les énergies, de rénover et d'avancer. Les appels à la mobilisation se succèdent ici, car à trop vouloir réprimer les passions, on risque l'atonie. Édith Cresson, qui parle demain matin, devrait également se plier à l'exercice en fustigeant l'extrême droite, un thème très mobilisateur qui rassemble les socialistes. Le discours de son prédécesseur à Matignon demain après-midi est également très attendu. Michel Rocard, qui s'adressera aux militants et par-delà eux aux Français, ne devrait pas démentir lui-même les bruits sur son intention de prendre le parti. Son entourage se charge de le faire. Pourquoi prendrait-il aujourd'hui le risque d'affronter directement François Mitterrand? Et l'on retrouve Pierre Mauroy au congrès du Parti Socialiste. Rebonsoir. Alors, monsieur Mauroy, bonsoir. Est-ce que vous prenez des cachets d'aspirine pour dissiper cette déprime dont on parle tant? Bon, absolument pas, absolument pas. Et je crois qu'il ne faut pas en ajouter tout de même. Les socialistes font un exercice qui est certes difficile. Ils savent que les temps sont durs, mais prendre une feuille de papier blanc pour écrire le projet pour les 10 ou 15 prochaines années, je crois que ça, c'est un exercice que les Français et les Françaises peuvent reconnaître comme un exercice courageux et en tous les cas indispensable. Mais monsieur Mauroy, vous avez une phrase terrible rapportée par Le Monde cet après-midi. Il y a, semble-t-il, un glissement vers le trou noir, et vous vous dites pourquoi? Non, mais je pense que les temps sont durs. Les temps sont durs parce que moi aussi, je vois les sondages, je les lis en tous les cas, que la situation est par conséquent difficile et qu'il est absolument indispensable que le gouvernement, le Parti socialiste, bref, tous, que nous ayons un sursaut et que nous puissions remonter la pente. Ça, nous le disons tranquillement et nous le disons surtout non pas en cédant la morosité, moi j'ignore la morosité, mais en étant déterminés. Et nous le sommes. Et nous le montrons finalement en discutant d'un projet, c'est-à-dire en discutant de ce qu'est le socialisme aujourd'hui, de ce qu'il sera demain. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Alors, monsieur Mauroy, j'ai l'impression, on va tenter de comprendre les raisons de ce malaise, j'ai l'impression qu'il y a deux problèmes. Un problème de fond que vous venez d'évoquer, le passage en quelque sorte, il s'agit du projet, du socialisme à la social-démocratie. Exactement, vous avez tout à fait raison de le dire. Et j'ai l'impression que, pardonnez-moi monsieur Mauroy, mais que le parti le vit mal cette période transitoire. Je crois que c'est une période qui est nécessairement difficile, puisque nous passons finalement d'une doctrine qui nous vient d'un 19e siècle, qui avait un peu réponse à tout, et qui par conséquent a créé une mystique, à finalement une doctrine beaucoup plus souple, plus adaptée au siècle qui arrive, et qui, elle, doit susciter une motivation. Bref, nous disons que nous n'avons pas que des certitudes, que finalement il ne suffit pas seulement de se battre contre le capitalisme, qu'il faut se servir aussi de l'économie sociale de marché. Bref, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. Par conséquent, nous nous adaptons au temps que nous vivons. Et je crois que pour tous ceux qui croient au socialisme, changer, muter, c'est un exercice difficile. Et l'on arrive au problème plus ponctuel. Permettez-moi de dire quand même que tous les commentateurs et observateurs qui hier nous disaient que nous étions archaïques, que nous étions incapables de nous adapter, doivent considérer aujourd'hui que les socialistes font un exercice
très difficile, novateur, et qu'au moins eux vivent déjà avec le XXIe siècle. Et l'on arrive au problème plus ponctuel en forme de circonstances aggravantes. Est-il nécessaire dans ce climat d'avoir des divergences sur le mode de scrutin, par exemple, entre vous-même et Laurent Fabius ou Michel Rocard? Non, bon, écoutez, sur ce plan-là, je crois que nous avons exposé les uns et les autres notre point de vue. Nous avons décidé de ne pas en parler dans le Congrès. Je pense que le Parti socialiste s'est exprimé clairement. Il appartient maintenant au gouvernement, s'il le désire, de donner une suite. Mais ce ne sont pas nos problèmes d'aujourd'hui et ce ne sont pas nos problèmes du Congrès. Troisième raison du malaise, ce qu'on peut appeler les querelles du pouvoir. Alors, allez-vous être la semaine prochaine, le mois prochain, toujours premier secrétaire du PS? Mais il n'est pas question de ça, ce n'est pas un congrès ordinaire. Il y a manifestement chez les socialistes une volonté de cohésion, une volonté d'union. Enfin, il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, après un congrès effectivement malheureux, que j'ai rattrapé finalement, j'ai été un premier secrétaire élu à l'unanimité, que dans ces conditions j'ai mis tout en œuvre pour rétablir un climat de confiance, un climat de cohésion et un climat d'unité. Alors, Monsieur Mauroy, je crois que j'y suis parvenu. Alors justement, Monsieur Mauroy, vous avez l'habitude de parler franchement. Que pensez-vous des intentions de Michel Rocard, qui s'intéresserait, dit-on, à votre poste? Écoutez, je suis persuadé que Michel Rocard ne s'intéresse pas du tout au poste du premier secrétaire. Michel Rocard a peut-être un autre destin. De toute façon, c'est un problème qui ne se pose pas aujourd'hui. Le moment venu, il appartiendra au parti de choisir son candidat, ça ne se pose pas. Nous avons le président de la République, nous avons un gouvernement et justement, et je le dirai avec force demain, je crois qu'à côté de notre cohésion et de notre unité, il est indispensable pour remonter la pente que nous soyons dans un sentiment de fidélité à l'égard de François Mitterrand, de soutien à l'égard de son gouvernement et de très grande cohésion entre nous. Pierre Mauroy, si vous le dites, c'est parce que vous observez peut-être qu'il n'y a pas ce sentiment de fidélité tout à fait au sein du parti et même parmi les éléphants. Oh, mais je crois que sur ce plan-là, après un congrès comme celui que nous allons vivre, si nous savons jusqu'au bout affirmer notre cohésion, si nous décidons véritablement d'être ensemble avec un bon projet, eh bien je suis persuadé que les décisions en conséquence seront prises. En tous les cas, comme premier secrétaire, j'y veillerai. Monsieur Mauroy, une dernière question. N'avez-vous pas le sentiment que le Parti socialiste cultive actuellement une sorte de tentation suicidaire, comme s'il avait envie de retourner à l'opposition? Pourquoi me dites-vous ça? Au moment où le Parti socialiste va juste décider d'un projet, un projet pas seulement pour demain et après-demain, mais pour les 10 ou 15 prochaines années, eh bien je crois que le Parti socialiste, au contraire, affirme qu'il est devenu un parti de gouvernement et qu'il entend le rester. Merci Pierre Mauroy. Gérard Monat et les co-inculpés de l'affaire des fausses factures de la Sorma-E plaident non coupables. Ils refusent de payer pour les politiques. Leurs avocats ont plaidé la relaxe. Albert Ipamonti a écouté les plaidoiries. Désormais, Gérard Monat attend le jugement avec sérénité. Relax. Son avocat, Maître Baudelot, a plaidé cet après-midi la relaxe, égratignant au passage l'ex-inspecteur Godino. À cause de lui, affirme Maître Baudelot, Urbain rime depuis 3 ans avec Sida. Urbain est victime de sa mauvaise réputation. Mais qu'en est-il, poursuit l'avocat, des infractions réelles? Rien. Le trafic d'influence ne tient pas. Quant aux prestations fournies par Urbain aux entreprises, elles n'avaient rien de fictive. C'est vrai, pense Maître Doumit, le défenseur d'un de ses chefs d'entreprise. Et lui aussi plaide la relaxe et il demande au tribunal de faire application de la loi d'amnistie. Les politiques ont été blanchis, ces prévenus-là doivent l'être également. Faisons table rase. Que retenir de ces 3 semaines de débat? Rien ou pas grand-chose. Peut-être parce que l'on attendait trop de ce dossier à fantasmes. Comme prévu, le grand déballage promis et annoncé se sera heurté au mur de l'amnistie. Tant mieux pour les élus, tant pis pour ceux d'Urbain, tant pis pour les lampistes. Et l'on reparle de restructuration chez Renault, autrement dit de suppression d'emplois. Près de 4000 postes pourraient disparaître en 92. Philippe Visserias. Le symbole des réductions d'effectifs chez Renault, c'est Boulogne-Billancourt. D'ici quelques mois, il n'y aura plus un seul ouvrier au sein de l'usine historique du constructeur français. Mais la cure d'amaigrissement touche l'ensemble du groupe. La direction de la régie prévoit près de 4000 suppressions de postes pour l'année prochaine. Un plan social devrait accompagner cette mesure pour éviter au maximum les licenciements secs. Ce n'est pas une surprise, mais plutôt la poursuite d'une politique globale de réduction d'effectifs entamée il y a 7 ans. Depuis 1984, on est passé de presque 100 000 personnes à 60 000 environ, fin 1992.
Motif invoqué par la direction, réaliser des gains de productivité pour rester dans la course face aux Japonais. Dans un marché national morose, Renault annonçait il y a peu de temps des bénéfices de 3 milliards de francs pour les 9 premiers mois de cette année. Des bénéfices qu'il faudra revoir à la baisse à la suite des grèves de Cléon et du Mans. Actuellement, syndicats et direction négocient des augmentations de salaire, mais ces nouvelles suppressions d'emplois vont certainement peser sur les débats. Les syndicats menacent de reprendre l'offensive avant le comité central d'entreprise du 19 décembre prochain. Autre entreprise de nature différente est également en difficulté, Dassault Aviation, qui souffre des réductions de dépenses d'armement, mais qui espère redémarrer en trombe avec le Rafale. Pierre Babet. Dans 2 ans, il sera catapulté du porte-avions Foch. Mais pour l'instant, ce Rafale Marine vient d'effectuer son premier vol, 1 heure, Mach 104, altitude 42 000 pieds. C'est le 2e Rafale développé après celui de l'armée de l'air, qui lui a déjà plusieurs centaines d'heures de vol à son actif au centre d'essai en vol d'Istres. Même performance en l'air pour 2 avions. Les experts reconnaîtront toutefois l'hypertrophie du train d'atterrissage pour les catapultages et les appontages, ainsi que le renforcement de certaines parties dans la version marine. Une présentation en tout cas qui tombe à pic pour la maison Dassault, victime de la contraction des budgets, de la raréfaction des marchés. Dassault n'a pas vendu un seul appareil militaire à l'exportation, et cela depuis 3 ans. Et l'avionneur craignait en plus l'étalement du programme Rafale sur 1 ou 2 années supplémentaires. Mais c'est promis, la marine et l'armée de l'air auront chacun son Rafale en 96. Procès pénible aux assises de la Haute-Saône à Vesoul. Éric Le Gallou est jugé pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Procès d'autant plus pénible que ce jeune homme de 27 ans était en liberté au moment du crime, malgré d'autres agressions commises auparavant contre d'autres enfants. Nathalie Darigrand. Éric Le Gallou, 27 ans, le voici, emmené ce matin à la cour d'assises de Vesoul. Sur le banc des accusés, il est seul, mais tout au long de l'audience, on a parlé des psychiatres, des experts qui l'ont suivi dès son plus jeune âge, car l'enfance d'Éric Le Gallou a été mouvementée. Le jeune homme déteste les adultes, il préfère la compagnie des enfants, mais ne supporte pas que les petits refusent de lui parler, alors il les agresse. Et c'est là que le diagnostic médical est important. Les experts affirment en effet que leur patient n'est pas dément. Il le déclare au contraire curable, réadaptable. On le soigne ici dans cet hôpital de Saint-Rémy. Avril 90, 4e agression sur un enfant de 11 ans. Le Gallou est condamné à 120 heures de travail d'intérêt général. 5 mois plus tard, il étrangle Benoît, 12 ans. Alors, qui est responsable? Éric Le Gallou, il a reconnu les faits, ou les psychiatres. Actuellement, les jurés délibèrent. Verdict ce soir. Et le procureur, on vient de l'apprendre, a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Un adolescent en prison à Marseille pour avoir frappé une enseignante. Ce garçon de 17 ans avait été exclu auparavant du lycée d'enseignement professionnel. Sa réaction a été violente à l'égard d'un professeur. C'est la raison pour laquelle le juge d'enfants a pris une décision aussi exceptionnelle. Isabelle Thomas. C'est parce qu'il avait été renvoyé du lycée d'enseignement professionnel où il était qu'un adolescent de 17 ans s'est apparemment vengé sur une enseignante. Prétextant d'aller chercher un papier officiel au secrétariat, l'élève était revenu dans son ancien lycée le 5 décembre dernier. Il avait alors fait irruption dans son ancienne classe et avait violemment agressé la professeure sous l'œil médusé des autres élèves qui l'ont alors maîtrisé. Il est venu, il a frappé la prof à coups de taquet, il lui a mis des gifles, il lui a mis des coups de poing. Après, on entendait la prof, elle criait « attrapez-le, attrapez-le » et il s'est taillé. C'est absolument inadmissible que les enseignants soient agressés dans le cadre de leur profession par leurs élèves. C'est un problème de société, malheureusement. C'est un problème qui est rare, mais c'est inadmissible. La professeure a quant à elle obtenu 10 jours d'arrêt de travail. L'adolescent suivait, semble-t-il, une scolarité normale dans un établissement voisin. Son geste particulièrement violent a justifié la mesure exceptionnelle du juge des enfants. Michel Vial a eu froid à Montréal, mais il a très vite oublié avec Georges Minangua l'hiver québécois grâce aux francopholies créées par notre ami Jean-Louis Foulquier à La Rochelle et exportées dans plusieurs pays attachés à notre langue et à ses charmes. Montréal en décembre, c'est le dépaysement garanti, sauf pour les chanteurs francophones qui se retrouvent chaque année en pays de connaissance pour 10 jours de spectacle où la chanson traditionnelle voisine avec le rock, le rail et le rap entre autres. À côté de stars incontournables, des vraies découvertes, des talents frais qui ne demandent qu'à éclore, ainsi le groupe québécois Paparazzi. Si l'inspiration demeure anglo-saxonne, la langue s'affirme française. Désiré, oh désiré,
C'est la langue sans vouloir être prétentieux, c'est la langue qu'on maîtrise parce que c'est notre langue de tous les jours. Même si on est appelé à connaître l'anglais, ici, nous, c'est la langue qu'on maîtrise, c'est notre langue de vie, c'est la langue avec laquelle on commande notre café le matin, qu'on lit notre journal. Moi, je suis pour toutes les cultures et contre l'hégémonie d'une culture sur toutes les autres. Voilà. On a des tas de petites cases dans nos têtes. J'ai envie qu'on puisse les remplir en fonction de nos désirs, de nos aspirations. Alors, vive l'Italie, vive le Maghreb, vive l'Espagne et vive la francophonie. La francophonie de toutes les couleurs dans un pays par nature multiculturel où la chanson peut devenir l'emblème d'un combat linguistique, voire une arme tout court. C'est le cas de l'haïtienne Emeline Michel, dont certains textes ont été interdits dans son propre pays. Je crois qu'un artiste a autant de pouvoir qu'un politicien. Les Haïtiens vivent à travers les textes, la mélodie et tout ça, mais une musique peut changer l'histoire aussi. Hommage à Alain Corneau et par conséquent à FR3 qui a coproduit Tous les matins du monde. Le film a reçu le prix Louis Deluc. Il s'agit d'une œuvre austère mais belle, très belle, dont la vedette est la viole de gambe, l'ancêtre baroque du violoncelle. Extrait. Marin Marais fait sa leçon. Qu'il s'assoie. C'est alors qu'un grand enfant de 17 ans, rouge comme la vieille crête d'un coq, vint frapper à la porte. C'était moi. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Dites-moi pourquoi? Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. Attendez, père, attends! Monsieur Marais a peut-être en mémoire un air de sa composition. Vous avez reconnu les Depardieu, père et fils et Marielle. Nous aurons l'occasion évidemment de reparler de ce film à sa sortie, c'est-à-dire la semaine prochaine. FR3, décidément partout, vous propose de revoir, si vous le souhaitez, et vous êtes très très nombreux à le vouloir, revoir les superbes moments de la Coupe Davis 91 grâce aux frères Dre et à Jean-Paul Lotte. Cette cassette sera en vente à partir de demain. Un court extrait de ces superbes moments. Voilà, tout cela pour 149 francs. Nous allons conclure ce journal par un prélude, émouvant et symbolique, le prélude des Jeux Olympiques d'Albertville. Il a eu lieu aujourd'hui à midi en Grèce, à 300 km d'Athènes. La flamme olympique qui brûlera à Albertville pendant les Jeux d'hiver a été allumée selon un rite évidemment ancestral. Elle arrivera par Concorde demain à Paris et traversera 63 départements avant d'atteindre Albertville le 8 février. On va se quitter sur cette image que vous reverrez dans le journal de Marc Hautement après Thalassa et Caractère. N'oubliez pas la météo de Michel Touré à 20 h. Bonsoir, à lundi 19 h.